Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Sophie Davant. Bonjour Sophie, merci d'être avec nous. On est ravis de vous avoir en studio. Vous publiez Tout ce qui nous lie, confidence pour confidence chez Albin Michel. Alors ça, des confidences, pour y en avoir, il y en a dans votre livre. Vous racontez, puis je vais vous laisser la parole après, que pendant le confinement, votre éditrice vous a sollicité pour écrire un nouveau livre. En fait, moi, j'avais plus envie de parler de moi. Et c'est raté, le prochain défi que je voulais me fixer, c'était justement de faire une biographie historique. Pourquoi pas de tenter ma chance dans le roman. Donc, je n'y ai pas renoncé à tout ça. Mais là, elle m'a mis le grappin dessus, comme on dit, en me disant, bon, là, tu peux plus te dérober. Tu peux pas me dire que tu n'as pas le temps. Et elle m'a demandé de réfléchir sur le lien que j'ai tissé avec les Français depuis 30 ans et en me demandant de réfléchir sur ce qui, dans ma personnalité, les traits de caractère de ma personnalité qui pouvaient faire écho en ceux des Français, quoi. Voilà. Donc, l'idée, c'était de dresser une sorte de portrait en creux de la France profonde et populaire. Donc, voilà, oui. J'ai réfléchi à tout ça et finalement, j'ai pris du plaisir à ce travail qui me demandait 6 ou 7 heures d'écriture par jour. C'est le premier livre que j'écris vraiment seule, puisque les précédents, je les avais coécrits avec mon ami psychiatre Christophe Forêt. Donc, c'était un nouvel exercice auquel j'ai pris du plaisir. Voilà. Ben oui, et ça commence par... alors, peut-être expliquer, c'est ça, quels sont donc les fondamentaux qui ont construit celle que je suis devenue, quelles sont les cultures qui me définissent, et quel est ce lien si particulier avec les Français. Vous commencez par ce chapitre, l'âme populaire, et je sais qu'on en a souvent parlé, on se connaît depuis très très longtemps. Vous êtes là, vous avez combien d'années de carrière, Sophie ? Plus de 30 ans. Plus de 30 ans, vous êtes toujours là, vous êtes pour moi une des journalistes présentatrice, je vous le dis à chaque fois, mais je le redis encore une fois, qui est capable de faire un très grand nombre de choses. Le Téléthon, pour moi, est vraiment un exploit. Ouais. Et puis, vous êtes toujours là, tant d'années après. Et ce côté... Je vous renvoie le compliment. Oui, mais moi, je ne suis plus à la télé. Mais ça me va très, très bien. Mais c'est vrai que vous dites que vous avez ressenti ce mépris parfois parce que vous animiez des émissions populaires, que vous aviez un côté populaire. Accessible. Alors, je ne voudrais pas passer pour une aigrie, parce que c'est pas du tout mon propos, mais c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi ce mépris vis-à-vis de la popularité. Pourquoi populaire est souvent synonyme de grossier ou de vulgaire. On peut être populaire ou bas de gamme. Ou bas de gamme. On peut être populaire et élégant. Michel Drucker en est un exemple, mais avant lui, il y a eu Jacques Chancel, il y a eu Bernard Pivot. Mais c'est peut-être dû aux tranches aussi. C'est-à-dire que le matin n'était pas quelque chose d'aussi populaire qu'aux États-Unis, où les animateurs du matin sont des véritables stars aux États-Unis et tiennent vraiment la matinale. Et le fait d'être le matin et peut-être moins exposé n'a pas mis... Parce que dès que vous êtes arrivé sur des primes, le regard des Français a quand même changé, non ? C'est pas le problème de regard des Français, parce que le regard des Français est toujours bienveillant et toujours là. C'est un regard de certains médias qui se disent branchés, d'une certaine et presse, pour lesquels populaire n'est pas désirable, quoi. Voilà. Donc mais qu'est-ce que vous en avez à faire ? Pourquoi vous voulez quoi, la une de Télérama ? Non, j'en ai rien à faire. Je souligne cette particularité qui, ça m'a jamais empêché de faire mon métier, mais je trouve ça intéressant à observer. Et je trouve justement que les choses sont en train de changer. Alors, d'une part, en ce qui me concerne, la longévité est une valeur ajoutée, comme dirait Séguéla. Je finis par devenir une sorte de monument qu'on visite comme ça, et donc ça m'amuse. Et puis, c'est vrai que je ne sais pas si c'est dû aux réseaux sociaux, au côté éphémère de ces popularités qui naissent et qui disparaissent du jour au lendemain. Mais j'ai l'impression depuis quelque temps qu'on a besoin de se raccrocher à des icônes populaires. Je l'ai constaté pendant le confinement et ces derniers mois, où avaient accès à des médias branchés des gens qu'on n'y entendait jamais. Par exemple, j'ai entendu Marc Lévy dans une émission littéraire très pointue, et ça m'a fait plaisir pour lui, parce ce monsieur a été tellement
conspué parce qu'il avait du succès, parce qu'il était lu par le plus grand nombre. Et pour une fois, on prenait en compte le fait que ce soit un écrivain, avec son style. Et vous évoquez cette carte, cette fameuse carte, avoir la carte ou ne pas avoir la carte. Alors ça, c'est avec humour, mais c'est vrai que ça fait partie des discussions qu'on a. Alors, je parle de deux acteurs que je connais bien, qui peuvent passer des soirées là-dessus, donc ça me faisait marrer de les écouter. Mais c'est des discussions qu'on a entre nous aussi, animateurs. Bien sûr. On se parle souvent de ça. Sur des gens qui ont la carte, donc qui ont accès à tous les médias un peu branchés. Oui, il y a des phénomènes de mode. Mais il y a une forme d'injustice, mais on sent que ça vous a blessé. Peut-être que maintenant, avec le temps, vous vous rendez compte, comme vous dites, que la popularité, finalement, et la longévité, c'est votre récompense. Mais il y a un moment où il y a une forme d'injustice, où on voit des jeunes, parce qu'il y a toujours besoin de nouveautés, ce que vous dites dans le livre. Après, je le comprends très bien. Je comprends très bien qu'il y ait des phénomènes de mode et de nouveautés. Mais je trouve que la popularité n'est pas suffisamment considérée. Voilà, c'est tout. Je dis juste ce que je pense, ça ne m'empêche pas de... Mais vous avez des regrets par rapport à la carrière que vous avez eue? C'est-à-dire que vous pensez que vous avez été sous-exploité? C'est quand même ce serait difficile de ma part de dire ça, parce que j'ai toujours eu la chance d'être à la tête d'un magazine, d'émissions quotidiennes, etc. Et seule? Une femme seule. Et une femme seule et avant-gardiste. Souvenez-vous, à l'époque, j'ai quand même présenté La Piste de Xapatan, où j'étais une femme qui présentait une émission d'aventure à 20h30 en n'ayant que des candidats masculins que je trimballais dans un énorme 4x4. On ne pouvait pas être plus avant-gardiste que ça. Sous-estimé, j'aurais pu faire des tas d'autres choses, et c'est vrai que je vois des animatrices talentueuses autour de moi qui ont la chance d'accéder à des choses plus rapidement, tant mieux, je m'en félicite. On est des sortes de pionnières aussi, on a ouvert des voies. Moi, il y a des femmes qui m'ont donné envie de faire ce métier. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus simple d'être une femme et de parvenir à la présentation d'émissions intéressantes. Ça, vous le dites dans le livre, vous parlez, il y a tout un chapitre où vous évoquez ces femmes qui vous ont inspiré, dont Françoise Giroud, Christine O'Krent, qui était une rencontre aussi, il faut lire le livre, mais vous dites que vous êtes aujourd'hui... vous l'avez constaté, une source d'inspiration pour des jeunes femmes. Ça me fait extrêmement plaisir, j'en suis extrêmement flattée. Moi, j'ai toujours un fond de... D'abord, je suis exigeante envers moi-même, mais j'ai toujours l'impression d'avoir encore rien fait, d'avoir encore rien prouvé. Donc, tout reste toujours à faire pour moi. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire quand je serai grande, en gros. Donc, je suis toujours en devenir, Et ça reste, finalement, c'est pas plus mal, puisque c'est un moteur. Mais c'est vrai que quand je croise des jeunes qui débutent et qui me disent, je fais ce métier grâce à vous, je me revois au même âge. Moi, je cultive la notion d'admiration. J'adore admirer. J'ai besoin d'admirer pour aimer. J'ai besoin d'admirer les gens que je côtoie, que je fréquente. Pour différentes raisons. On peut admirer pour des raisons humaines, autres que professionnelles, mais j'en ai besoin. Et c'est vrai que j'avais besoin de ça quand j'étais jeune journaliste pour avancer, et ça me flatte de croiser des jeunes qui me disent ça. Il faut noter, Valérie, pour nos auditeurs, le savent peut-être pas, évidemment, Affaires conclues est un succès incroyable et énorme, mais que le premier animateur qui avait choisi la chaîne, c'était Stéphane Bern, qui a quand même dit « Je ne crois pas à ce format, ça ne marchera pas, je ne vais pas aller dans ce genre de programme. » Alors, je ne crois pas que ce soit pour ces raisons-là qu'il a refusé. Je crois que c'était d'autres raisons plus il a un personnelles. Peu refusé parce qu'il n'y croyait pas. En tout cas, mes sources à la Warner me disent que ça ne lui plaisait pas. Il a fait quand même un pilote. Et finalement, c'est vous qui avez rendu le succès de cette émission. Mais après, c'était intéressant pour ce concept-là de vous le saviez qu'il y avait eu quelqu'un avant vous? Oui, bien sûr que je savais. Personne ne me l'a caché. Et moi, quand on me l'a proposé, je me suis dit, pourquoi moi, sur des objets? Moi, je préfère les êtres humains. Donc, ça me paraissait complètement... Mais finalement, le producteur, le patron de la Warner, qui s'appelle Jean-Louis Blot, à l'époque, m'a dit, je voudrais que tu fasses de l'émission ce que tu es. Donc ça, j'ai très bien vu ce que je pouvais en faire. Et puis finalement, c'était intéressant. À la limite, Stéphane était trop expert pour jouer ce rôle-là du candide vis-à-vis de l'objet, alors que moi, j'étais vraiment néophyte. Et finalement, le téléspectateur a pu se projeter en moi et progresse au même rythme que moi. Finalement, moi, j'ai énormément progressé en histoire de l'art. Et c'est pour ça que j'adore cette émission, parce que j'apprends, et comme je suis curieuse, j'adore apprendre. Et les téléspectateurs aussi. On reçoit plein de
de gens qui n'auraient jamais regardé le vase qu'ils avaient sous les yeux et qui, en regardant notre émission, ont regardé la signature et du coup viennent nous le vendre. Et ça, c'est formidable parce que c'est vraiment l'exemple de l'émission qui répond à la mission du service public et qui permet de se divertir et d'apprendre. Voilà, c'est un savant mélange entre le divertissement et la culture. Et vous dites que ça rassemble en fait un très grand nombre, quel que soit l'âge et les catégories de population. Absolument. C'est une vraie carte postale de la France. Seuls les objets sont castés. Donc c'est la seule émission en télé où tout le monde peut avoir la chance de passer à la télé. Et je reçois aussi bien des profs de fac que, hélas, des personnes qui viennent parce qu'ils ne peuvent pas boucler les fins de mois et qui ont besoin de vendre un objet pour ça. Quand Quotidien se moque de vous, quand Quotidien se moque de vous, vous le prenez comment? J'adore, ça me fait hurler de rire. Surtout l'histoire du petit virage. Là. De chiner, alors, de chiner, ça, c'est un must. À chaque fois que j'utilise ce verbe, je leur fais un petit coucou. Et puis le montage avec le petit virage, ça me fait hurler de rire. J'adore cet humour. Et quand les réseaux sociaux vous disent parfois que vous êtes froide ou pas sympa avec les candidats, vous le prenez comment? Je le prends mal parce que ça, pour le coup, c'est vraiment injuste. Je reçois 26 personnes par jour et mon rôle est de les mettre en valeur. Donc les réseaux sociaux, tout le monde s'en prend plein la tronche. Donc je vois pourquoi moi je serais épargnée. Mais cette critique-là est injuste. Après, 26 personnes par jour, 26 objets, il y a un montage. Donc il suffit d'une mimique, d'une attitude mal montée ou sortie du contexte pour qu'on ait cette impression. Mais c'est vraiment pas le cas. Alors là, pour le coup, il y a des critiques avec lesquelles je me remets vraiment en question. Par exemple, on me reprochait de demander tout le temps ce que les gens allaient faire de cette somme. Il se trouve que je trouve que c'est une information supplémentaire, mais j'ai arrêté de le faire pour des petites sommes parce que les gens trouvaient ça insultant. C'est pas ce que j'avais dans la tête en posant cette question. Mais bon, il y a des critiques qui font qu'on en tient compte et on évolue. Mais il y en a d'autres que je trouve injustes. Mais je suis pas la seule. Hein. On est tous confrontés à ça. Oui. Alors, il y a un chapitre Mademoiselle qui est très drôle et je pense qu'il va faire... oui, je pense qu'on sent que vous êtes amusé à raconter les rencontres amoureuses. Vous parlez de votre vie amoureuse. J'ai découvert un pays inconnu qui s'appelle le pays du célibat. Donc, je raconte ça. Alors, ce qui m'a amusé surtout, je romance ces histoires et ce ne sont pas que les miennes. Oui, vous dites que donc, tous ceux qui mettent des noms en face des histoires se gourent. Donc, je suis quand même confrontée à ce problème-là. Donc, ne cherchez pas. Il n'y a pas que mes histoires. Donc, il n'y a pas que vos histoires et pas forcément celles qu'on connaît. Voilà. Et puis, parfois, on connaît des choses qui n'ont jamais existé. Donc, voilà, j'ai quand même eu quelques-unes totalement erronées. Donc, voilà. Mais je me suis amusée à écrire ça. Et en tout cas, ça donne un profil des relations amoureuses d'aujourd'hui, de ce nouveau statut de ces femmes qui ont accès à une indépendance, qui choisissent leur vie, une indépendance financière et professionnelle, et des hommes un peu paumés. Je vois des hommes de ma génération qui ont du mal, après avoir souffert, à s'engager. Je trouve que nous, les femmes, on est plus résilientes, on est plus partantes. Voilà. Et je sais pas si c'est... Il y a des équilibres à retrouver, ça c'est sûr, entre les hommes et les femmes. Et puis, il y a une époque, peut-être, il y a des relations éphémères avec les sites de rencontres et tout. Vous avez été tenté de prendre un pseudo et vous mettre sur Mythique? Non, vous pensez bien qu'avec la tête que j'ai, le nom que j'ai, c'est pas possible. Non, mais sans mettre sa tête. Mais ça aurait pu être Laurence et puis... Non, je comprends que, franchement, je trouve ça formidable pour des gens isolés, pour des gens qui n'ont pas les moyens de rencontrer d'autres personnes. Je trouve ça génial, ces sites de rencontres. Mais moi, je reste une éternelle romantique, convaincue du charme d'un regard, d'un sourire, d'une. Mais vous les rencontrez où alors? Mais c'est difficile de rencontrer quelqu'un quand on est Sophie Davant. Est-ce que c'est difficile de rencontrer quelqu'un, c'est-à-dire avec la notoriété? Oui, c'est vrai que la notoriété éloigne et les princes consorts ne sont pas légion, ça c'est sûr. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont peur? Parce que, oui, il y a souvent un problème d'ego, parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'être exposés. Donc ça, c'est un vrai problème. Et puis, c'est surtout moi qui suis difficile. Le problème en vieillissant, c'est que... c'est ce que vous dites, est-ce qu'on est devenue trop exigeante, impatiente, infréquentable, trop vieille? Et puis moi, j'ai eu des hommes exceptionnels dans ma vie, donc j'ai du mal à trouver quelqu'un qui soit au niveau, quoi. C'est ça aussi le problème. Mais que pour le sexe, non? Un sextoy? Alors, je ne dis pas que je suis solitaire. Elle est célibataire. Elle est célibataire. Voilà. Mais vous dites, sommes-nous devenues... C'est joli ce que vous venez de dire. Trop exigeante, impatiente, infréquentable, trop vieille.
Alors, il y a ça aussi. Est-ce que les hommes de... Moi je suis pas trop cougar. Hein, le côté sortir avec un mec beaucoup plus jeune, ça m'a jamais... ça a jamais été très... désirable pour moi. J'aurais plutôt, le travers inverse. C'est-à-dire, j'ai toujours aimé les hommes plus mûrs et plus âgés que moi. Mais en revanche, les hommes de ma génération, bah oui, ont accès à des gamines beaucoup plus jeunes qui ne sont pas forcément farouches, de moins en moins. Et bon, à choisir. Donc ça veut dire quoi, qu'on n'a pas le niveau, on n'a plus le niveau. À choisir, je pense qu'ils préfèrent une fille plus jeune, oui, plus fraîche, etc. Après, nous, on a d'autres choses à faire valoir, une autre expérience et d'autres partages. Mais voilà. Mais bon, je suis pas du tout. Je suis très très confiante et toujours aussi romantique et toujours persuadée que ma plus belle histoire d'amour reste celle que je n'ai pas encore vécue. Mais est-ce que ça est déjà arrivé de prendre un café avec un témoin, soit de l'émission quand vous avez remplacé Jean-Luc Delarue, ou un témoin qui est venu vendre un objet? Oui, ça vous est déjà arrivé d'aller prendre un café? À la fois sur toute une histoire et à la fois dans Affaires conclues, oui. Plus qu'un café. J'ai pas dit plus qu'un café, non. mais ça m'est déjà mais vous racontez un coup de foudre, vous racontez les coups de foudre dans le livre. Alors ça m'est déjà arrivé d'avoir eu des coups de foudre à l'antenne, mais qui sont pas toujours bien finis avec ce professeur de médecine de Bordeaux. Il faut lire l'histoire pour voir le petit déjeuner un peu décevant qu'on pensait. Je crois que c'était l'un des plus gros fous rires contenus, parce que j'ai pas osé éclater de rire, mais j'ai vraiment... Ça vous est arrivé? Ah oui, ça m'est arrivé. J'ai vécu une situation de grosse loose, quoi. La grosse loose. On va laisser le suspense pour que les gens aillent acheter votre livre. Vous rendez hommage à tous ceux qui vous ont aidé, tendu la main, Roger Zabel, William Lémergie, très jolie page sur lui. Un mot sur Pierre-Jean Chalençon. Comment vous avez réagi? Moi, j'ai pas du tout envie d'alimenter les mauvais buzz. Je regrette simplement que Pierre-Jean fasse plus parler de lui sur du mauvais buzz que sur son talent et ses connaissances que je respecte et que j'apprécie. Voilà. Mais ça a été un peu votre chouchou en plus. Mais je l'adore. C'est toujours mon chouchou, mais il se complaît là dans un buzz qui moi m'intéresse pas. Est-ce que c'est les gens qui veulent à tout prix être connus finalement? C'est des gens qui ont été livrés du jour au lendemain. Puis cette émission est partie de 300 000 téléspectateurs à 6 mois après, plus d'1 million et 2 ans après, parfois plus de 2 millions. C'est énorme, quoi. Et ces gens qui ont eu accès à la notoriété comme ça... ça peut faire tourner la tête. Sont partis dans tous les sens, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Mais il n'en reste pas moins que je regrette que Pierre-Jean ne soit plus avec nous, que c'était un élément important et voilà. Il pourrait revenir. Triste. C'est pas moi qui décide, mais le problème, c'est est-ce qu'il saura maîtriser ce qu'il raconte? Je sais pas. Pas forcément. Sans problème. Beaucoup de choses dans ce livre, très sincère, très intime. Vous disiez que vous vouliez pas parler de vous, mais c'est intime, c'est sincère. Vous parlez de vos conseils de beauté. Alors là, c'est du boulot. Hein. Je ne sais pas si vous faites tout ça ou si c'est aussi des conseils de copines, mais vous dites que vous faites des massages du visage, de l'ensemble du corps au moins une fois par semaine, de la réflexologie. Donc ça, il faut s'entretenir. C'est aussi un conseil que vous donnez. Oui, je dis que rien n'est inéluctable. La prise de poids n'est pas inéluctable. C'est pas parce qu'on a dépensé la cinquantaine qu'on est fichu, quoi. On peut être encore hyperactif professionnellement, on peut vivre de belles histoires d'amour et on peut être séduisante et présentable. Voilà, c'est ce que vous aviez déjà, ce que j'ai appris de moi, journal d'une quinca. C'est ce que vous disiez. On est bientôt, on a le même âge, on est bientôt. On parle rapidement du magazine S et de la lettre, Valérie. Absolument. Alors S Magazine, bimensuel, là aussi, nouvelle aventure, comme quoi. Nouvelle aventure. Alors là, j'en suis pas revenue quand on est venu me proposer ça, mais je suis très flattée. Vous n'avez pas trouvé que c'était un peu trop narcissique d'être sur toutes les pages en couverture? Alors je trouve, mais je me bats pour partager la couverture, ce que j'ai fait d'ailleurs ce mois-ci, puisque je pose avec mon chien. Ah ça c'est quel partage. Mais la prochaine fois, je poserai, j'espère, avec la personne que j'interviewe, dont je fais une longue interview. Voilà, c'est mon souhait en tout cas. Alors si, j'ai trouvé que c'était très narcissique, mais bon, j'ai aussi flatté d'être une sorte de porte-drapeau des femmes de ma génération et de leur dire, puisque c'est la ligne éditoriale de ce magazine,
pourquoi pas vous? Tout est possible, quoi. Voilà. Bon, tout ce qui nous lie, confidence pour confidence, vous saurez ce qui s'est passé au petit matin avec un fiancé, une rencontre, et puis beaucoup d'autres choses sur Sophie. Oui, et puis la lettre avec des invités prestigieux, quand même. Kenji Girac, Pascal Obispo, Bilal Hassani, Jarry, Augustine Galliana. Amir, vous avez vraiment à chaque fois un casting très fort. Ouais. Et l'émission marche plutôt très bien. Merci Sophie Davant d'être venue ce matin sur Sud Radio.